Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Guy. Nous sommes très heureux donc de recevoir Isido ce matin pour ce matin des EDC. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, parce qu'il peut y avoir quelques personnes dans l'auditoire qui ne nous connaissent pas, donc les entrepreneurs et dirigeants chrétiens est un mouvement donc d'entrepreneurs et les dirigeants chrétiens, comme son nom l'indique, qui rassemble aujourd'hui sur l'ensemble de la France 3200 entrepreneurs et dirigeants, animés par la même volonté de mettre en cohérence autant que possible leur foi chrétienne et leur fonction de dirigeant. C'est ce qui nous rassemble et donc nous sommes très heureux d'avoir ton témoignage, Guy, aujourd'hui. Alors, pour dire quelques mots de toi, tu as rejoint le groupe VICA il y a maintenant, en 99, il y a 21 ans, aux États-Unis d'abord, puis dans différentes responsabilités en France, avant de devenir président directeur général en 2014. Tu es par ailleurs, et j'aurais pu commencer par là, le mari de Sophie qui recevait d'ailleurs hier soir la Légion d'honneur au titre de ses nombreuses actions, notamment associatives, y compris pour des associations que nous soutenons nous-mêmes beaucoup, comme les Cafés Joyeux. Donc bravo à elle. Et Sophie est la descendante, je dirais, de la famille qui a créé et qui a fondé VICA, qui l'a développé depuis maintenant 167 ans, et avec et vous êtes ensemble père de 5 enfants. Tu as eu aussi un parcours remarquable parce qu'avant de devenir capitaine d'industrie, tu as été, après tes études navales, commandant de sous-marin nucléaire d'attaque, le PERL. Et c'est par là que je voudrais commencer parce que ce sont des expériences fondatrices. Et j'aimerais bien que tu puisses nous dire en quelques mots quelle a été finalement l'influence de cette période de commandement et de cette expérience sur ta vie professionnelle et sur ta façon de manager l'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour François, merci de me convier à cette noble assemblée. J'ai effectivement eu le privilège de réaliser un rêve d'enfant en rentrant à l'école navale, en naviguant et en vivant au bout du monde, commandant un bateau dans l'école, en école de la vie, et avant de rejoindre les forces sous-marines, et pour finalement commander le sous-marin nucléaire d'attaque PERL, qui était à l'époque notre sous-marin d'attaque le plus récent. Et de propulsion nucléaire, voilà, c'est l'école du service, de la passion partagée, de la rigueur, de la responsabilité. Et cela, si j'avais deux choses que j'ai retenues, c'est qu'on ne gagne pas seul, on gagne en équipage, en équipe, en entreprise, mais que la responsabilité ne peut pas être individuelle, n'est pas collective. Ça, c'est un commandement, j'imagine, que tu mets aujourd'hui en application au sein de VICA. Ça fait partie de l'ADN. Très bien. Donc, après cette expérience fondatrice, tu as rejoint, comme je le disais en 99, le groupe familial, dans lequel tu as occupé différentes fonctions à l'étranger puis en France, avant de devenir directeur général puis président directeur général. Peux-tu nous présenter en quelques mots ce grand groupe français qui est aujourd'hui le premier groupe cimentier national? Oui, alors, premier, parce qu'on est le seul. On est le seul à capitaux français. Nous ne sommes pas les seuls à produire en France. L'histoire commence en 1817 lorsque Louis Vicat invente le ciment artificiel, le principe de l'unicité, qui est la clé pour fabriquer ce qu'on appelle aujourd'hui le ciment important. C'était l'aboutissement d'une longue chaîne de recherche initiée par les Anglais, traumatisée en 1666 par l'incendie de Londres. Et très pragmatique, ils avaient compris que le bois, parce qu'il brûle, doit être banni des constructions urbaines. Louis Vicat découvert, conscient de son importance, il décide de ne pas prendre de brevet, il se sentait redevable vis-à-vis de la communauté qui avait financé ses études, et il a passé sa vie, lui-même était un scientifique, il a passé sa vie à conseiller des industriels, entrepreneurs, souvent chrétiens, qui construisaient des tours à ciment en terre. De la France. Son fils crée VICA en 1853. L'entreprise est restée familiale en traversant des périodes chahutées pour finalement participer à la concentration de l'industrie cimentière en France dans les années 60, et puis à son intégration verticale dans les métiers du béton prêt à emploi et du granulat, qui est un peu le modèle français qui a été développé en France, qui a permis à l'entreprise finalement de
de partir à la conquête du monde, du monde financier, du monde de la construction. Et l'ICA s'est développé à l'international par vagues successives. Première implantation en 1974, une accélération à la fin des années 80, une deuxième vague et nous sommes maintenant présents dans 12 pays. Pays dont les cycles économiques sont suffisamment décalés pour donner au groupe de la résilience. Et nous y avons réalisé l'année dernière 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec environ 10 000 collaboratrices et collaborateurs. Notre cœur de métier est le ciment. Nous sommes dans le métier du béton à l'emploi et du granulat. Et lorsque cela a du sens, donc d'autres des produits second œuvre du bâtiment. En termes de pays, vous êtes présent donc, dans 12 pays, mais qui couvrent un peu tous les continents, pratiquement tous les continents. Presque. Pas l'Australie, encore, mais nos dernières implantations ont été au Brésil, étaient en Inde. Voilà. Mais aussi au Sénégal, au Kazakhstan et dans d'autres pays. Sénégal, Kazakhstan, États-Unis. Très bien. Alors, vous avez également une particularité, c'est que vous mettez au cœur de votre projet d'entreprise trois grands engagements, qui sont aussi des engagements que nous partageons aux EDC. EDC, c'est accompagner les hommes, respecter l'environnement et agir au cœur des territoires. Qu'est-ce qui finalement vous a amené à établir, à définir ces engagements? En particulier, enfin, tu es chrétien engagé, toi-même, ta famille l'est aussi. Est-ce que c'est aussi ta foi, votre foi, qui vous a conduit finalement à définir ces engagements et à les mettre au cœur de la démarche de l'entreprise? À définir, je ne sais pas, à le faire vivre certainement. C'est le concept des 3 P. People, Planet, Profit est un concept théorisé à la fin des années 1990 et il résume très bien nos modes d'action. Notre ancrage territorial, lui, est inhérent à notre activité de transformation locale, de matières premières extraites, transformées localement, avec des locaux et pour les besoins locaux. Faut-il y voir un acte de foi? Je pense qu'on est dans le cadre d'une méthode de management très, très rationnelle, et l'appropriation du concept et les questions qui en découlent démontrent qu'elle résonne avec l'enseignement et le questionnement catholique. Au-delà de ça, pour reprendre les termes du Saint-Père encyclique Laudato Si, je crois que nous sommes collectivement convertis à l'écologie. Et ça, c'est un aspect important. Et ensuite, suivant les pays, la spiritualité est plus ou moins présente naturellement dans l'enceinte de l'entreprise, hein, aussi des règles très strictes en matière religieuse, politique, hein, et pour en reparler, mais donner une anecdote, hein, ce qu'il est de coutume à laquelle je me prête bien volontiers, lorsque je suis en Inde, d'aller réveiller Ganesh au petit matin, lors d'une puja, hein, qui permet d'aligner tout le monde le matin, mais il est important que le propriétaire soit là, et nous rassemblons dans un temple magnifique que nous avons construit village qui abrite l'essentiel de nos équipes. Eh bien, nous y rassemblons aussi bien des hindouistes que des musulmans ou des chrétiens, et il y a une forte spiritualité qui en sort. Je crois que de la même façon, enfin, même si on n'a pas tout à fait les mêmes traditions que les traditions indiennes, quand vous avez inauguré un bateau entre le territoire, entre la Corse et évidemment encore le continent, vous avez également, il y avait aussi bien, je dirais, l'évêque que les autorités de la République. Oui, exactement. Non, alors on ne plaisante pas avec les traditions. Les marins ne sont pas superstitieux parce que ça porte malheur. Mais un bateau se baptise. On avait une marraine qui était l'amiral Anne-Culaire, la plus haute gradée des armées françaises, et un archevêque. Voilà, et donc le bateau a été armé sous de bons augures. Et il tient bien la mer. Il tient très bien la mer. Il permet à la Corse d'être livré en ciment sans surcoût.
Alors, tu parlais de vos engagements également, et tu parlais de Laudato Si, qui est quelque chose qui nous occupe beaucoup, et nous tiendrons nos assises dans un peu plus d'un mois, hein, sur le thème Entreprenons pour la maison commune. Donc, on est au cœur de notre démarche. Vous-même, vous avez aujourd'hui mis finalement cette démarche environnementale au cœur de votre projet d'entreprise, alors même que l'industrie cimentière est souvent considérée comme une industrie polluante, voire très polluante. Elles sont regardées par le grand public comme très polluantes, et on a vu que récemment, l'un de tes concurrents, Lafarge, avait été mis en cause pour une pollution à Paris. Vous avez défini, vous, aujourd'hui, un plan climat ambitieux qui vise à réduire la pollution sur l'ensemble de la chaîne de valeur et atteindre, dans un horizon défini, la neutralité carbone. Et en mettant en particulier en avant l'économie circulaire, que je crois d'ailleurs aujourd'hui d'autres groupes de construction vont mettre en avant lors de MIPIM. Peux-tu nous en dire un peu plus finalement sur cette démarche que vous avez entreprise, sur la façon dont finalement vous réduisez la pollution et là encore ce qui la compose et comment vous la mettez en œuvre? Alors, d'abord, bien comprendre que l'industrie lourde, l'industrie cimentière en particulier, vit avec son temps. Il ne faut pas oublier que le temps de l'après-guerre était celui de la reconstruction, que nos générations n'ont pas idée de l'état de désolation dans lequel le pays était. Ils n'ont pas idée de ce qu'a apporté ce dynamisme industriel et constructif, tout simplement en mettant un toit au-dessus de la tête de nombreuses familles. Il fallait produire à tout prix pour satisfaire les besoins. Quand on regarde les publicités de l'époque, on voit de superbes usines. Aujourd'hui, je défie quiconque d'essayer de vendre du ciment en montrant une photo d'usine. Mais surtout, au-dessus de ces usines, il y avait un panache de fumée encore plus gros que l'usine. C'est-à-dire, on était vraiment dans c'est quasi prométhéen, quand on domine la nature et on a une revanche sur cette nature. Et c'était plus que l'air du temps, c'était la volonté commune. Donc, il faut se garder d'avoir des jugements définitifs avec nos critères d'aujourd'hui sur cette époque. Néanmoins, dans ce contexte, petite échelle de notre petite entreprise, un homme visionnaire qui est mon beau-père, Jacques Masson-Vicat, a engagé une politique planifiée et réfléchie pour inscrire dans la durée notre industrie lourde dans cette évolution, cette transition, parce que c'est le terme d'aujourd'hui, cette transition écologique. Vicat s'est ainsi attaqué à ce qui était visible ou invisible, rien n'est plus pernicieux qu'un gaz, qu'on soit contraint ou non par les réglementations. Alors cet état d'esprit a modelé les méthodes de travail et toutes les équipes. Nos actions traitent trois domaines, le processus de fabrication, où décarbonisation et biodiversité sont vraiment au cœur de notre politique industrielle. Et nous avons alors ça c'est un engagement, premier engagement, c'est en France en 2024, nous n'utiliserons plus de combustibles fossiles. Ils sont remplacés par les parties énergétiques des déchets des métropoles, qu'ils soient déchets, qu'ils soient domestiques ou industriels, des métropoles que nous alimentons en ciment. On imagine bien, on parle d'économie circulaire, on est bien dans cette logique, et on parle d'échelle importante. Je pense inégalée en termes industriels et je dirais toute catégorie, sur une usine qui est une usine près de Lyon. Nous avons valorisé, je dirais transformé, 250 000 tonnes de ce qu'auparavant étaient des déchets poussés dans des trous. C'est autant, ces 250 000 tonnes représentent 100 000 tonnes de charbon en moins et représentent 110, 120 000 tonnes de matériaux qui ne seront pas extraits de nos carrières de calcaire et d'argile parce qu'ils viennent soit de terres dites polluées lorsque les espaces urbains changent d'affectation, soit de bâtiments déconstruits dont les matériaux sont recyclés à l'infini. Voilà. Donc ça c'est. On peut aller encore plus loin en la matière. On peut aller aller plus loin de 100%. C'est pas aussi. Certains de mes ingénieurs disent mais on va aller à 200%. C'est-à-dire on a la possibilité, on a un outil formidable qui transforme cette matière. Ça devient une nouvelle matière première. Pourquoi ne pas faire plus d'énergie
que ce dont on a besoin, parce que nous n'avons aucun déchet ultime. Zéro déchet ultime. Pas de mâche fer, comme dans d'autres filières d'élimination. Et donc, pourquoi ne pas générer plus d'énergie pour d'autres usages qui se développent, hein, de l'électricité, ça peut être de l'hydrogène également, parce qu'on est sur ces filières de production d'hydrogène vert, ou d'autres emplois dont on peut parler. Donc le processus de fabrication, qui est dans nos métiers par essence très générateur de gaz carbonique, hein, nous sommes des héritiers de la chimie chaude, hein, où l'énergie permet de provoquer des réactions et des changements d'état de la matière qui permettent de créer de nouveaux produits, de nouveaux usages. Voilà. Ensuite, le fonctionnement dans l'entreprise, qui est beaucoup plus classique, mais par les évolutions de comportement, l'impact carbone du fonctionnement de l'entreprise baisse, et surtout, nous formons 100% de nos collaboratrices et collaborateurs aux questions climatiques. Des tutoriels assez bien faits. Et est-ce que la clé dans ce domaine, dans le domaine du fonctionnement de l'usine, est d'améliorer le comportement des uns des autres. Et pour cela, il faut se former. Enfin, le troisième domaine d'action concerne la satisfaction du client, hein, par les produits. Par les produits, la création de gamme bas carbone. Et d'ailleurs, nous lançons ce mois-ci un label DECA pour décarboner, dans lequel nos matériaux primaires, secondaires et nos produits seront labellisés pour qu'on s'y retrouve un petit peu comme le font d'autres filières. Et ça permet de donner du corps et à nos gammes de produits, et de mettre un peu de science dans ce thème qui est souvent trop déclaratif. Et cette démarche est appréciée à la fois par vos collaborateurs qui ont une certaine fierté et par les autres parties prenantes, c'est-à-dire parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les voisins d'une usine sont de plus en plus souvent désireux qu'elles ferment pour des raisons de pollution. Et aujourd'hui, vous arrivez finalement à valoriser ces démarches auprès des différentes parties prenantes, que ce soit salariés, que ce soit municipalité, ou là encore, ou vos voisins. Alors, autour des usines, bien souvent, nos collaborateurs habitent, donc sont les premiers concernés par la qualité de l'environnement. Et je pousse, c'est-à-dire partout où nous sommes, les directeurs d'usines vivent à côté de l'usine. Hein, sont les premiers concernés par la qualité de l'environnement. Et eux aussi, les enfants, ils sont extrêmement concernés. Ça ne pourrait pas marcher si eux ne l'étaient pas. Une des initiatives assez originales qui sont venues des troupes. On pense que tout se décide dans les entreprises au niveau des conseils d'administration. C'est pas du tout le cas, hein. Enfin, du moins pas chez nous. Je ne veux pas dire que le conseil d'administration ne fait rien, mais cette conscience environnementale qui se traduit par des actions sur la substitution énergétique, le développement de filières d'économie circulaire, mais également les biodiversités, est assez forte. J'ai vu arriver il y a quelques années dans mon bureau une juriste qui avait travaillé ses week-ends, ses vacances, sur le thème de la biodiversité urbaine. En fait, elle avait étudié les abeilles sauvages. J'ai appris que les abeilles sauvages. J'ai appris qu'il existait des abeilles sauvages. Il y a des centaines d'espèces qui vivent seules souvent et qui sont essentielles à la pollinisation. Et les abeilles sauvages adorent le minéral. Donc, je me suis dit, ils vont aimer le béton. Si les abeilles aiment le béton, nous aimons les abeilles, je vous laisse conclure. Et ceci a amené à créer un programme qu'on a baptisé Odyssée, qui a permis là, déjà de réaliser des hôtels à abeilles en béton, avec ces bétons fibrés ultra haute performance, ça s'appelle Smart Up chez nous, qui ont une structure extrêmement fine, qui sont 6 fois plus résistants d'ailleurs que des bétons classiques, donc on met moins de matériaux dans les ouvrages, et on peut faire des choses, on peut matricer des pièces avec une très grande finesse, qui permet d'avoir des surfaces qui protègent notamment les ailes de ces abeilles sauvages, et on a des modules qui permettent en milieu urbain d'abriter ces pollinisateurs. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais qui montre bien l'implication de nos équipes dans les démarches que l'on lance. Je préfère que vous produisez un peu de miel.
Oui, alors c'est assez classique. Mais la production de miel, effectivement, sur des carrières de granulats est importante, mais ça n'a de sens que si, dans le même temps, on développe les cultures mellifères. C'est-à-dire qu'il faut les nourrir, les abeilles. Sinon, on se retrouve dans une logique que l'on voit d'ailleurs aux États-Unis. Vous avez des transports de ruches de zone mellifère à une autre zone mellifère, parce que si les abeilles n'ont rien à avaler, elles meurent, et on produit moins de miel lorsqu'on n'est pas en vie. Tout se tient comme dirait le pape. Voilà. Tout se tient comme dirait le pape, tout à fait. Mais nous avions hier soir ensemble vu Arnaud Brunebourg qui a développé ce concept, et notamment pour la réhabilitation de friches industrielles. Voilà. Sachant que j'avais aussi une question à propos de tout ce tien également. Finalement, donc, vous avez une politique, je dirais là encore ambitieuse en matière d'environnement et d'économie circulaire. Évidemment, dans les pays développés, que sont la France, que sont les États-Unis, que sont évidemment la Suisse. Vous êtes présent dans d'autres pays qui sont pour l'instant moins avancés, plutôt plus polluants, comme le Kazakhstan, comme l'Inde, le Sénégal, le Brésil. Est-ce que vous avez les mêmes exigences, les mêmes programmes de formation pour l'ensemble des entités du groupe, ou est-ce que c'est plutôt réservé aux pays les plus avancés? Non, il y a 2 cas de maturité réglementaire au sein des pays, mais l'exigence n'est pas forcément là où on pense qu'elle est les plus grandes exigences. En termes environnementaux, pour ce qui concerne l'entreprise, les exigences sont les mêmes partout sur nos sites, partout. Quand bien même les réglementations locales varient. L'étranger et les pays émergents sont parfois en avance sur la France, simplement parce que les usines sont plus modernes et que la rentabilité dans nos métiers tient à la sobriété énergétique. Donc, photo, utiliser moins de combustible, utiliser moins d'électricité, qui sont la base des mesures vertueuses en termes écologiques. Ceci a une base économique, et donc c'est autoportant, et ça nous pousse à moderniser les équipements et à être finalement sobre en énergie, ce qui est important. Alors, je vous dis que parfois les émergents sont en avance. Nous construisons tous les ans une dizaine de mégawatts de centrales solaires. Aujourd'hui, l'Inde en a 2. Le Sénégal va en avoir une à la fin de l'année, et la France va attendre un petit moment. Voilà. Et finalement, donc, le fait d'être exigeant en matière environnementale, est-ce que ça pose des problèmes de compétitivité par rapport à d'autres acteurs qui sont moins engagés dans les démarches environnementales, ou est-ce qu'au contraire, c'est un dynamiseur de compétitivité? Alors, je suis convaincu que c'est un atout compétitif. C'est d'abord une question vitale, parce que si on ne le fait pas, on a vocation à disparaître. Ça l'est lorsque la réglementation ne favorise pas les solutions moins vertueuses. Certains pays, et pas les émergents, mais je vais parler de la France, certains pays ont des trous dans la réglementation. Par exemple, en France, les flux de carbone ne sont pas freinés par la réglementation. On appelle flux de carbone un moyen qu'a un opérateur en ne produisant pas sur place, en important des produits émetteurs de CO2, mais on a les importants depuis des pays qui sont moins regardants en termes environnementaux, qui sont bien souvent d'ailleurs aussi moins regardants en termes sociaux. Eh bien, cet opérateur va pouvoir venir faire concurrence aux producteurs locaux sans être contraint par les mêmes réglementations environnementales. Donc, quand ça concerne les émissions de gaz à effet de serre, on appelle ça des flux de carbone. Eh bien, la réglementation française ne fait rien pour lutter contre les flux de carbone. Aujourd'hui, là, on parle de mécanismes d'inclusion carbone, donc de taxes aux frontières. C'est une usine à gaz qui n'est pas encore active, mais dans les métiers du ciment, par exemple, des propriétaires de broyeurs vont importer du clinker depuis des pays non contraints par les règles ETS européennes et viennent concurrencer ainsi les industriels français qui sont
eux concernés par ces schémas de contrôle et de valorisation du carbone. Voilà. Donc, ce que je dis, c'est qu'il y a encore des trous dans la raquette de la réglementation, y compris chez nous, et qu'il y a des choses à améliorer en la matière. Voilà, avec, je dois le dire, une certaine indifférence qui est dommage parce que ça manque de cohérence. Donc, il y a des champs d'action importants en la matière. Alors, vous avez une autre particularité, enfin, vous distinguez également sur d'autres éléments. Je pense que vous êtes une des rares entreprises françaises qui affiche sur son site une rubrique éthique. Enfin, j'ai essayé de les chercher dans d'autres entreprises, c'est assez rare, finalement. Et, alors, je vais pas tout lire parce que finalement, la rubrique est assez étendue, mais, j'en ai quelques fragments. Le comportement d'une entreprise importe autant que ses performances économiques ou la qualité de ses produits. Les principes fondamentaux que sont la conformité aux lois et réglementations, l'intégrité, la loyauté, l'honnêteté, le respect d'autrui et la transparence sont essentiels dans toutes les activités de Vicat, qui a pour mission d'être exemplaire. Et vous terminez en disant: nous entendons poursuivre cette manière vertueuse de conduire nos affaires qui contribue à notre succès. Là encore, c'est un affichage ambitieux. Et finalement, et vous êtes présent dans des pays qui sont parfois réputés difficiles, même si, là encore, entre les réputations et la réalité, il peut y avoir des différences, y compris dans nos pays. Mais comment finalement arrivez-vous à faire vivre cette éthique et à la mettre en œuvre là également sur le terrain, y compris dans des environnements difficiles? Alors, la question tourne autour de la corruption dans certains pays. Alors, faut être assez humble dans ce domaine parce qu'il faut garder en mémoire que la France ne faisait pas beaucoup mieux jusqu'aux récentes tentatives de moralisation de la vie publique et d'organisation du financement des partis politiques. Et certaines affaires judiciaires récentes ont mis en évidence que ces pratiques combattues maintenant semblent encore naturelles à certains. On a par ailleurs beaucoup d'idées fausses sur certains pays. Je vais citer un pays qui est exemplaire en termes de relations entre l'État et un investisseur étranger, c'est le Kazakhstan. On est, la loi est appliquée, on est entendu. Et alors, j'ai à mon capital la banque mondiale, la banque privée de la Banque mondiale, l'IFC, donc ça aide aussi à ce que tout soit considéré correctement, mais on est extrêmement bien traité et nous demandons que l'application des lois et elles sont appliquées et on n'a vraiment aucun problème. Et je recommande aux entrepreneurs d'aller travailler en Asie centrale parce que c'est du sens pour eux et de commencer par le Kazakhstan. Il y a vraiment un changement paradigme total et un très grand respect des règles de conduite des affaires. D'autres pays reviennent de loin. Lorsque j'ai pris la présidence du groupe, Vicat était en arbitrage international contre l'État du Sénégal sur des pratiques que nous combattions, on demandait l'application de la loi. Bon, les choses se sont réglées, normalisées. Il est évident qu'il y a des pays dans lesquels nous n'allons pas. Alors, pas parce qu'on se sent pas à l'aise, tout simplement. On pense qu'on a des problèmes pour que les règles qui nous sont chères soient respectées. Et on a évidemment, dire, la loi nous l'impose, mais on a une organisation de compliance assez développée, très proche du terrain. J'ai par exemple fait traduire notre charte anticorruption dans toutes les langues vernaculaires des pays mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chartes anticorruption en Telugu, en Canada, par exemple. Ça va être une source d'inspiration pour d'autres. Et j'imagine que c'est apprécié par les collaborateurs, finalement, cet engagement. Il est clair, parce que quand on leur dit respecter la loi et si elle est bafouée, on va se battre avec vous pour qu'elle soit respectée. Ça peut nous lancer dans des procédures longues, mais on ne transige pas avec cela. Très bien, mais écoute, merci beaucoup pour ça. Alors, vous avez un autre engagement, là encore, particulier dans l'industrie, puisque l'industrie cimentière, comme beaucoup d'industries, est souvent perçue, considérée comme assez masculine, encore. Et vous êtes vous-même engagé à assurer l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, finalement, comment y parvenez-vous et comment réussissez-vous à attirer des femmes et au plus haut niveau au sein de votre entreprise? Alors, je vais vous faire une confidence.
mon actionnaire principal est une femme et j'ai 4 filles. Donc, c'est ce qu'on appelle la base d'une obligation de résultat. Alors, nos métiers en production, dans l'industrie lourde, sont perçus à tort comme étant masculins. C'est une erreur et c'est un handicap parce que ça nous prive de la moitié du potentiel humain. Et il y a beaucoup d'idées fausses dans les écoles d'ingénieurs, dans toutes les formations techniques, beaucoup d'idées fausses véhiculées. Et nous en sommes responsables par sans doute défaut d'ouverture pendant longtemps. Beaucoup estiment que l'industrie lourde, c'est encore Germinal, c'est encore Zola, ce qui est tout à fait faux. Et moi, j'ai trouvé en cimenterie un univers passionnant qui fait appel à un spectre extrêmement large de sciences de l'ingénieur, qui vont de la géologie à l'intelligence artificielle, en passant par tous les degrés de la mécanique, de l'électricité, de la chimie organique, minérale. Tout ça, faut que ça échange correctement, que ça marche avec un certain nombre de fils rouges, respect de l'environnement, satisfaction du client, baisse des prix de revient. Et donc, il y a vraiment matière pour des femmes à faire des métiers passionnants en usine, des métiers techniques très valorisants. Et j'applique dans le groupe une sorte de discrimination positive pour les talents féminins. Mais il y a une chose, on a beaucoup de formations, de grandes écoles, tout ça. Citez-moi une école qui forme à la valorisation des femmes dans les industries ou les entreprises. Polytechnique peut-être, je ne sais pas, école d'ingénieur peut-être un peu. Notre génération n'a pas été formée à ça. Ça je peux vous le dire, et quand je vois les échanges qu'on peut avoir au niveau de l'État sur ces sujets, beaucoup tâtonnent. Alors on travaille beaucoup par échange d'expérience et la question tourne bien souvent tourne autour de 2 choses. La première, qui est un constat, j'ai caricaturé un petit peu, et pardonnez-moi. Lorsqu'on ouvre une position, on s'attache à avoir une parité dans les candidatures, hein, hommes et femmes. Il s'avère, quand c'est en interne, qu'une femme va être candidate à une nouvelle situation lorsqu'elle a 95% des compétences requises. Un homme, s'il en a 25%, il va dire c'est pour moi, je prends. Non, mais il y a une question de confiance, question de sécurité également, et il est important d'arriver à. J'admets que c'est très caricatural, mais c'est pas complètement faux. Et il est important pour un chef d'entreprise de sécuriser les candidatures féminines en ayant ça en tête. Ensuite, l'élément majeur à gérer, c'est la maternité. Il est heureux, il est inacceptable qu'une femme en entreprise doive faire le choix entre sa famille et une carrière professionnelle. C'est d'autant plus inacceptable dans une entreprise familiale. Voilà. Donc cette prise en compte de la maternité, elle, encore une fois, l'enseignement de qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer correctement cela. Alors, on va gérer tout l'aspect social, c'est-à-dire de salaire qui ne va pas diminuer, tout ça. C'est la partie simple. Mais l'entreprise a besoin de cadres qui sont formés et compétents. Hein. Et si cette formation n'a pas été gérée correctement, et dans nos métiers, ça veut dire passer sur le terrain pour apprendre le métier par la base, eh bien, on va arriver à des échecs. Donc, pour traiter cela, essayons, lorsque des femmes sont volontaires, qu'on arrive à les convaincre de s'engager dans des carrières techniques de production. J'essaie d'accélérer leur formation sur les sites industriels pour que lorsqu'elles choisissent de faire une parenthèse pour créer une famille, le font, mais elles reviennent avec cette expérience de terrain que les hommes auront acquis peut-être en plus de temps, mais ça leur permet de rebondir sur des fonctions, de ne pas perdre de temps dans la gestion de leur carrière. Je veux dire. Donc
Les choses que l'on essaie, qui sont des paris de long terme, qui reposent beaucoup sur l'espérance que les femmes vont venir chez nous. Hein, mais c'est important et je veille personnellement à cela sur des profils qui seront qui ont le potentiel pour être le directeur d'usine, voire au-delà. Eh bien, merci beaucoup là encore pour cet éclairage très, très intéressant. Il y a une autre cause pour laquelle vous mobilisez, alors excusez-moi de passer l'un à l'autre, les choses sont comparables, mais l'insertion des personnes en situation de handicap au sein de l'entreprise, et ça vous le faites non seulement en France, et j'ai pas été tout à l'heure également de votre action au-delà de l'entreprise au sein des Cafés Joyeux, mais également dans toutes vos implantations, y compris dans les pays là encore émergents. Et finalement, j'aurais aimé avoir ton retour d'expérience un peu sur la façon dont ça se passe et sur la façon dont vous procédez, puisque là encore, dans certains pays émergents, le handicap est encore considéré comme avec encore plus de réticence que je dirais que chez nous. Donc finalement, comment faites-vous pour gérer l'intégration des personnes handicapées dans toutes vos implantations? La première chose, c'est qu'on essaie de former nos équipes à la bienveillance et l'ouverture. Je m'aperçois que nos politiques ont beaucoup d'échos positifs parmi nos collaboratrices et collaborateurs qui sont eux-mêmes, même si on pense situation de handicap, sont souvent confrontés familialement à des situations qu'ils taisent bien souvent. Et c'est surprenant. L'handicap est trop souvent un chemin de croix. Il est notre responsabilité de rendre nos locaux accessibles et d'ouvrir des emplois à des formes de handicap différents. Parce que il n'y a pas un handicap, il y a des handicaps et pluriels. Alors ça prend des formes particulières. On a une filiale d'exploitation de mine de bauxite qui n'emploie que des handicapés. Par exemple, on a des ateliers protégés également lorsqu'on arrive à organiser une activité. C'est notamment le cas sur les papeteries de Visil, qui est un établissement industriel du groupe, loin du ciment, mais fabriquons des sacs notamment et du papier pour l'impression d'écriture. Je pense parce que le handicap est pluriel, il n'y a pas de remède universel dans l'entreprise. Il faut de la bienveillance et du bon sens. Il faut que les emplois adaptés aient du sens. Alors là, nous avons créé une fondation d'entreprise, Fondation Louis Vicat. Nous l'avons fait pour les 200 ans d'invention du ciment artificiel en 2017. Et sa présidente, qui est mon épouse, donc Sophie et Masson Vicat, qui est la descendante de cette génération de l'inventeur du ciment. Donc, elle est très impliquée, la fondation est très impliquée, sa présidente est très impliquée dans l'organisation La France, une chance, les entreprises s'engagent, et très impliquée également sur des politiques en faveur de l'intégration des handicapés dans l'entreprise. On a lancé le thème de l'année, c'est la mucoviscidose. Et on a découvert d'ailleurs que nos collaborateurs, employés au service carrière, c'est l'extraction minérale, à qui on disait ne va pas là, tu vas mourir parce qu'il y a de la poussière. Eh bien, alors ça veut dire aussi qu'on n'exploite pas comme des sagouins. Mais on a découvert qu'il était atteint de cette maladie. Et c'est notre ambassadeur sur ce sujet. Alors comment fait-on? Il y a les virades de l'espoir, qui va être une course pour sensibiliser le public à cette maladie. On a également imprimé sur 200 000 sacs de ciment Pron, ciment naturel Pron, un liant naturel absolument magnifique, qu'on utilise notamment la restauration du patrimoine, qui est exploité à partir d'une carrière souterraine sous la Chartreuse. Donc sur les sacs, on a imprimé un logo rappelant la campagne menée par la Fondation Louis Vicat sur la mucoviscidose cette année. Voilà. Très bien, mais merci encore pour cet autre exemple. Alors, tu parlais de Tata, mais c'est vrai que vous êtes une entreprise familiale, on l'a dit à plusieurs reprises. Puis, on évoquait, quand j'ai dit
quand j'ai commencé en disant que vous étiez le premier cimentier français, tu as dit que vous étiez le seul. Ce qui n'est pas le cas il y a encore 10 ans. Il y avait un autre cimentier français important qui était Lafarge. Il y avait d'autres cimentiers qui avaient existé aussi avant, comme Ciment Français. Finalement, ces cimentiers ont été absorbés par d'autres. Pour Lafarge, ils ont quasiment disparu dans une affaire des affaires compliquées, je dirais, mêlant l'éthique et d'autres problématiques financières que tout le monde a pu lire dans les journaux. Est-ce que tu penses que votre propre longévité est liée en fait à votre actionnariat historique et familial, pardon? Et est-ce que c'est aussi finalement cet actionnariat familial qui vous permet d'aller plus loin en termes d'engagement sur les différents thèmes qu'on a évoqués ensemble? D'abord, Lafarge a longtemps été un modèle d'entreprise très engagé dans une sorte de capitalisme social inspiré d'un grand humanisme. Hein, et c'était souvent l'icône et le modèle qu'on essayait de suivre dans une entreprise à la fois rentable mais très engagée dans des politiques RSE, avant même qu'elle ne soit nommée ainsi, très volontaire dans l'élévation des exigences environnementales. Ce qui m'a frappé, c'est la rapidité de la chute. C'est-à-dire on est à l'abri de rien. Et les choses peuvent partir en vrille très rapidement. Je pense que l'actionnariat familial de long terme protège l'entreprise de contraintes externes qui peuvent la pousser à l'erreur par des politiques de très court terme. La famille pousse à une politique de long terme. L'entreprise est un flambeau qu'on va transmettre un peu plus brillant à la génération suivante. L'entreprise est très facile de briller sur quelques exercices en coupant tout entretien, toute amélioration des processus, toute recherche appliquée, et très facile de distribuer en dividendes cet argent qui a été économisé. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver et à ne pas rompre. Je pense que on parlait de l'encyclique Laudato Si, et je pense qu'il est bon qu'un certain nombre de chefs d'entreprise aient ça en livre de chevet, hein, sur les constats. Alors ça se lit un peu à la manière j'ai été un peu provocateur de sourate du Coran, c'est-à-dire on a chaque paragraphe de matière à réflexion. À partir d'un constat sans appel, parfois un peu naïf, mais qui amène à réfléchir et à agir derrière. Voilà. Donc, moi, je crois beaucoup à l'importance de la famille comme stabilisateur du capital d'abord, mais donc, ça stabilise le long terme et évite de tomber dans un court-termisme qui est peut-être fatal à l'entreprise. Comme on l'a vu en effet chez un certain nombre de tes concurrents, et cette expérience est éclairante. Alors, juste pour terminer, avant de céder la place aux autres questions, une note d'actualité. Tu as vécu comme nous tous la période de confinement, et peux-tu nous dire un peu comment ça s'est passé, si les différences sont plus entre les pays, et finalement quel enseignement tu en tires sur la façon dont vous avez pu opérer, et encore dans les différentes implantations et la façon dont c'est vécu dans votre entreprise. Oui. Alors c'est une crise, j'ai enfoncé les portes ouvertes, mais c'est une crise que peu ont prévu et que peu imaginer pouvoir se réaliser. On est champion dans l'entreprise d'évaluation des risques, hein, donc on est capable d'analyser des micro-risques, et ça on est champion pour ça, mais la rupture telle qu'on l'a vécue, bien peu l'ont prévu, ou quand on l'a prévu, c'est le linéa 3 du paragraphe 32 en bas de page, et vous voulez pas l'admettre. Vous voulez pas admettre qu'une situation, en l'occurrence sanitaire, allait arrêter l'économie mondiale de façon aussi brutale, aussi violente. Donc donc le confinement, pour là je parle du cas, a été vécu avec beaucoup de, je vais pas dire d'enthousiasme, mais les équipes ont été formidables.
je dirais pas que moi ça m'a rappelé le temps des patrouilles sous-marines, hein, parce qu'on est dans un espace restreint qu'on n'agit pas et qu'on ne réfléchit pas. Lorsqu'on est enfermé, on a l'attention tout entière tournée vers les signaux faibles extérieurs. Et ça, c'est très nécessaire à la manœuvre. Alors, notre manœuvre, nous, était très simple, hein, composée en trois phases. C'est protéger nos collaboratrices, nos collaborateurs, nos clients, nos fournisseurs. 2, produire. Une fois protégé, et on l'a fait suffisamment tôt pour pas être piégé par le confinement, hein, et donc lorsque le confinement est arrivé, nos usines, partout les réglementations nous ont autorisé à le faire, on continue à tourner. On est dans des cycles industriels où généralement on entretient nos usines en hiver parce que les ventes sont plus faibles, et bien on avait des stocks bas, on a complété nos stocks, et lorsque les clients sont venus, ils avaient le matériau dont ils avaient besoin. Donc protéger, produire et vendre nous ont permis de passer le cap. Mon inquiétude vient de l'étape suivante, qui sera le contre-coup des mesures prises, de cet arrêt forcé, contre-coup économique qui risque d'être dramatique, mais on est dans un domaine très incertain, et bien malin celui qui peut prédire avec justesse ce qui va arriver. Mais il y a quelque chose qui donne beaucoup d'espérance, c'est qu'en période de crise, c'est l'humain d'abord, c'est l'humain qui prime. Merci de terminer sur cette lueur d'espérance, je pense qu'elle est importante pour nous tous, en cette rentrée incertaine, et merci pour tout ce que tu viens de nous dire. Je vais passer la parole à Brice pour les questions. Je me vois, Monsieur Silo, merci beaucoup pour tout ce temps déjà, puisque ça fait 45 minutes que nous sommes à vous entendre. Plusieurs questions sur le fil conversé, des plus techniques aux plus, j'allais dire, spirituelles. La première question très technique, comment est-ce que vous enrôlez vos clients et vos sous-traitants dans votre stratégie des 3 P? Et en particulier, est-ce que vous arrivez à valoriser au niveau financier, c'est-à-dire que vos clients acceptent-ils de payer plus cher un ciment propre? La réponse aujourd'hui à la question est-ce que les clients sont prêts à mettre la main en porte-monnaie pour aligner leurs convictions à leurs actes, la réponse est non. Mais souvenez-vous du lancement du bio dans l'alimentation. Au début, tout le monde regardait ça comme un truc sympathique, c'est plus cher, on regarde ça, mais on achète toujours comme avant. Aujourd'hui, ça a changé. Donc, je pense qu'il y a une éducation qui se fait, qu'on peut pousser, mais qui est un fait de société. Et je crois beaucoup, on voit, et lorsque ça démarre, ça diverge, c'est exponentiel. On voit aujourd'hui que le maître mot des maîtres d'œuvre, c'est le bas carbone. Bas carbone, bas carbone, bas carbone. Et le bas carbone, dans les matériaux de construction, n'a pas de réel référentiel scientifique. Hein, et on s'est souvent heurté à cela pour s'apercevoir que bien souvent, le bas carbone était purement déclaratif. Hein, et certains ont basé leur marketing sur la déclaration que leur produit est bas carbone, alors qu'il ne l'est pas. Enfin, il l'est pas. Il l'est autant que d'autres produits qui n'ont pas le logo. Donc, on a pour cela décidé de classer nos produits suivant un label, donc BK, qui va être lancé dans les jours qui viennent, mais qui donne les paramètres techniques très précis qui font qu'on est classé 1, 2, 3 en fonction du poids CO2 du matériau, qui n'est pas tout dans nos filières, parce que c'est l'emploi et l'usage qui font la signature carbone du matériau à travers son usage. Et
donc, on est dans cette logique de comprimer au maximum le poids carbone de nos matériaux et de les rendre, et ça peut paraître paradoxal, mais de les rendre plus performants pour qu'on utilise moins. Si vous voulez, l'époque de nos aïeux où tout le monde était très content de vendre un sac de 50 kilos de ciment dont 10 kilos étaient utilisés et le reste durcissait au fond de l'atelier. Cette époque est terminée. Cette époque est terminée. Nous sommes très proactifs pour définir des conditions d'utilisation de nos matériaux qui permettent de mettre le bon matériau au bon endroit et d'en mettre le moins possible. Et pour cela, le numérique nous aide, la maquette numérique nous aide, on peut simuler beaucoup plus de situations constructives et de concevoir finalement l'habitation et son cadre de vie, je dirais même la ville, limite dans un cadre systémique. Un cadre systémique et ainsi de réduire d'avoir des économies d'émissions de gaz à effet de serre par l'usage. J'ai l'impression que dans les donneurs d'ordre ou dans les partis, vous avez également des politiques qui sont très sensibles à ces éléments parce que vous êtes présent également dans des villes aujourd'hui gérées par des écologistes, par des maires écologistes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez de très bons rapports avec eux et qu'ils voient tout l'intérêt de votre démarche et de rentrer dans une démarche avec vous. Oui, on a un exemple, la ville de Grenoble est finaliste d'un concours européen des villes vertes. Et le maire de Grenoble a demandé à Vicat de l'accompagner pour représenter le monde économique. Donc, il y a compatibilité totale entre l'industrie lourde et l'écologie. Nous sommes engagés totalement dans la transition écologique, pas uniquement pour amour de la planète, c'est que c'est rentable. C'est-à-dire, ça nous donne un supplément de compétitivité qui nous permet de garder nos outils sur les territoires d'implantation. Alors, une autre question qui est plus une question d'organisation et de management interne. Vous avez parlé de votre engagement éthique, de votre engagement contre la corruption. Et comment est-ce que vous vous assurez que dans vos usines les plus éloignées, de vos pays les plus éloignés, ces engagements, vos aspirations sont effectives? Quel est le mode, quelle est l'organisation managériale? Est-ce que ce sont des visites sur le terrain? Est-ce que ce sont des reportings? Est-ce que c'est des rotations de personnel régulières que vous avez formées? Alors, il y a un peu de tout ça. Il y a d'abord une organisation, j'ai un Chief Compliance Officer qui pilote d'ailleurs l'audit, qui m'est rattaché directement. Des organisations locales avec des relais locaux et des règles de pratique, pratique locale, commerciale et autres, qui sont d'ailleurs une obligation légale aujourd'hui. C'est-à-dire, vous êtes considéré un peu comme dans le domaine sportif, un sportif qui ne satisfait pas au contrôle va être considéré comme dopé, même s'il ne l'est pas. Eh bien, un entrepreneur qui n'a pas son organisation anticorruption de terrain va être en faute et peut-être condamné au titre de la loi anticorruption s'il n'a pas l'organisation qui lui permet de le faire. Donc, on a pris ça très au sérieux. J'ai fait auditer d'ailleurs notre organisation par la BIT. Voilà, vous venez, vous êtes extérieur, qu'est-ce que vous en dites? On a venu sous l'ouvrage pour avoir des choses pratiques, simples, qui vivent par des visites très régulières de cadres centraux sur le terrain. Et je crois beaucoup à cette culture de terrain qui est la nôtre. Alors évidemment, c'était mis à mal par les restrictions de voyage, mais nous avons sur le terrain, nous avons des équipes également corporate, si j'ose dire, pas uniquement françaises, mais corporate qui restent dans les pays suffisamment de temps pour que ça marche, mais pas suffisamment longtemps pour créer des schémas astucieux qui ne seraient pas détectés. Voilà. Et puis on est très très à l'écoute également des rumeurs, de ce que dit l'environnement, et on ne lâche aucune piste quand on a des lignes dédiées à, je vais pas dire à
délation, mais des lignes dédiées à l'information, des lanceurs d'alerte, exactement. Mais on s'aperçoit généralement que ces lignes ne sont utilisées que pour régler des comptes, donc faire la part des choses. Bon, mais est-ce qu'on est à l'abri de toute corruption ou autre? Évidemment non. Si je vous disais que rien ne peut arriver, ce serait un peu angélique. Mais on veille vraiment à cela. Et pour l'instant, ça se passe correctement. J'aurais deux questions encore. Donc, une qui reste dans le domaine tout à fait de l'entreprise. Est-ce que vous avez réfléchi à passer, ou si vous avez réfléchi de ne pas y aller, vers un statut d'entreprise à mission? Est-ce que vous êtes passé par la définition de la raison d'être? Est-ce que vous en êtes sur le sujet? Je vous cache pas que je pose des questions sur la nécessité qu'ont certaines entreprises, à savoir c'est pourquoi elles existent. Moi, si je devais vous donner la mission de Vicat, c'est de sauver le monde. Hein, je force un peu le trait, mais on n'a pas eu. Je ne ressens pas le besoin de clamer haut et fort. Voilà, bah tiens, au fait, finalement, on s'est réunis en conclave et on s'est dit qu'on est peut-être vous servir à quelque chose. Nous, on est producteurs de matériaux de construction. Et nous, notre matériau, qui est le ciment, est essentiel à la résolution d'un souci que nous avons tous collectivement, qui est l'augmentation phénoménale de la population mondiale, annoncée d'ici 2050. On annonce une augmentation de 2,5 milliards d'habitants sur la planète d'ici 2050. On peut se tromper de 500 millions. La question est la même. Si on est en face d'un problème à régler qui n'a jamais été rencontré par l'espèce humaine aujourd'hui, qui va être de loger, de faire vivre dignement 2,5 milliards d'habitants. C'est-à-dire l'équivalent de 100% de la population mondiale de 1950. Et ceci dans un laps de temps très court. Eh bien, il faut vous dire qu'on cherche. On a des laboratoires sur la chimie minérale qui sont probablement, et François qui les a visités, probablement ce qui se fait de mieux au monde en matière industrielle, sans forfanterie. Je peux affirmer là qu'il n'y a pas à l'échelle du problème et à l'échelle de temps dans lequel il va falloir le régler, il n'y a pas d'alternative au ciment en termes de disponibilité en quantité, d'accessibilité en quantité et en coût, à proximité des lieux de construction. Donc, s'il fallait définir une raison d'être, c'est celle de sauver le monde. Est-ce que ça apporterait quelque chose au fonctionnement de l'entreprise? Je me pose des questions. Je ne critique pas ceux qui estiment avoir besoin de ça pour motiver leurs équipes, mais je pense sincèrement qu'on a bien d'autres problèmes à régler que de produire du jus de cerveau dont je ne vois pas l'utilité. Voilà. Alors maintenant, une dernière question qui est plus personnelle. Vous avez dit tout à l'heure que la famille de votre épouse, historiquement, était catholique, avait mis en place une entreprise selon certains préceptes, que vous-même vous l'étiez. Et la question, c'est comment les outils théologiques qui se développent aujourd'hui, que ce soit à travers des mouvements comme le mouvement des patrons chrétiens, la pensée sociale chrétienne, que ce soit par l'encyclique papale Laudato Si, comment est-ce que vous travaillez, est-ce que vous avez le temps de travailler ces documents et comment vous utilisez ces documents ou plus généralement les réflexions qui peuvent exister, les entretiens de Valpré qui sont pas si loin de chez vous, et pour mettre en place des nouveautés ou une évolution de l'organisation de votre entreprise. Alors, déjà, notre entreprise est sur des territoires que je qualifierais de territoires de mission. C'est-à-dire, on n'est pas partout sur des territoires catholiques. Il ne s'agit pas de faire des prosélytismes. Non, j'entends bien. Et sur ma conception d'entreprise, j'applique dans l'entreprise
les mêmes principes que ceux que j'appliquais quand je commandais mon sous-marin ou un bateau, c'est-à-dire qu'on laisse à la coupée ses opinions politiques et sa religion. On garde sa foi, on garde ses convictions, mais pour travailler ensemble, on ne fait pas de prosélytisme d'entreprise. Et ça règle définitivement des questions comme le port du voile, etc. C'est non, rien, zéro. Et je l'applique avec rigueur. C'est dans tous les pays, y compris au Sénégal. Y compris au Sénégal, j'ai même fait fermer des salles de prière dans l'enceinte de notre usine au Sénégal. On a fait construire une mosquée à l'extérieur. Voilà, donc là, et ça, c'est assez bien compris. Ensuite, moi, je crois beaucoup à la valeur de l'exemple. À la valeur de l'exemple par la gestion des cas gestion humaine, mais en termes de gestion des ressources humaines, par l'application pratique de principes qui sont enseignés par les textes ou les encycliques. Vous citiez Laudato aussi, qui est quelque chose de très puissant. Je connais pas de programme, même de programme politique, qui ait fait un tel constat, qui réunit une aussi large réflexion sur les thèmes d'aujourd'hui et de demain. Vous citiez les entretiens de Valprey, je suis intervenu l'année dernière. Donc je crois beaucoup à l'échange, à la participation active, un certain nombre de débats, de thèmes. Un certain nombre de l'Université catholique crée des chaires sur des sujets particuliers qui amènent à réfléchir, mais très au-delà de l'entreprise et très au-delà du milieu qui est peut-être très fermé de nos organisations professionnelles ou moi, je le sens plus l'âme d'un missionnaire que l'âme de quelqu'un qui va aller faire de l'entre-soi avec des camarades qui pensent exactement de la même façon. J'aime la confrontation, comme ça. Et j'aime aller là où ça gratte. Voilà. Donc je préfère, je me sentirais plus à l'aise d'aller défendre une position humaniste catholique en territoire ennemi que de le faire dans un endroit où comment dire acquis. Je vais dire, alors je vais pas dire que je suis pas très content d'être ici aujourd'hui. Oui, il y a aussi des confrontations au sein des EDC, et je pense qu'il y a un débat actif sur différents sujets, et heureusement d'ailleurs. On est évidemment très ouvert aussi à la confrontation. Et on ne prétend pas tout faire parfaitement. Hein. Nous sommes des organisations humaines, donc faillibles. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, mais la question était formulée de différentes manières. La reformulation est Dieu dans votre vie de dirigeant, voilà. Mais je crois que vous venez d'y répondre. J'ai dans mon bureau une représentation, une copie d'une Vierge de Raphaël qui avait peint Louis Vica. D'accord. Et ce tableau était dans l'église de Sugac, où Vica a fait sa découverte, pas dans l'église, mais dans la ville. Et on l'a retrouvé en très mauvais état. Mon père l'a fait restaurer. Et au moment il a demandé l'autorisation d'en faire une copie également. Et au moment de restituer l'original à l'église, le curé de la paroisse lui dit non, je prends la copie, gardez l'original. Donc moi j'en ai une autre copie, mais dans mon bureau et ça inspire d'autant plus que finalement les seules oppositions que j'ai rencontrées à la présence de la Sainte Vierge dans mon bureau viennent pas de musulmans pour qui c'est
comment dire, elle est très respectée, mais ce sont plutôt les protestants qui, dans certains pays, qui sont assez remontés. Voilà, donc on évite de les choquer, mais c'est très inspirant. La Vierge à sa place, c'est musulman aussi. Ce qui est musulman, tout à fait. Donc c'est pas et donc peut-être j'ai juste deux petites questions pour se terminer. Vas-y Marie-Noël. Vas-y Marie-Noël. J'ai aussi deux petites questions. La première qui est demandée par certaines femmes, qui demandent si vous avez mis en place un programme de mentorat qui peuvent permettre aux femmes de dépasser leurs obstacles et leurs freins et encourager d'autres femmes à les rejoindre dans ce monde de l'ingénierie ou dans ces mondes industriels. C'est la première question. Et la deuxième, vous dites que la décarbonisation de votre process passe par l'utilisation de déchets pour la chauffe, dans des pays émergents où vous avez une vraie difficulté sur la collecte des déchets, qui sont très peu organisés. Est-ce que vous avez un impact social sur ces pays-là en les aidant à organiser leur traitement des déchets? Alors, c'est une question très intéressante. Sur le programme de mentorat, la réponse est oui. On en a même plusieurs. Alors, je ne parle pas un certain nombre d'associations qui, elles, dans la ville, notamment, qui font des choses formidables, et donc on accueille des équipes de jeunes femmes pour les intéresser au métier d'industrie. D'ailleurs, elles ont bientôt une restitution d'un rapport d'étonnement qu'elles ont fait après une visite chez nous. Mais en interne, on a lancé effectivement un programme de mentorat qui a été piloté, puis cité l'amiral Anne Puller, qui est la marine du Capucinto armée. Donc on a depuis il y a 4 ans, un programme de mentorat des femmes et des hommes également, parce que le rapport est vraiment, c'est pas tout à fait bilatéral, et on a adapté un certain nombre de décisions de comportement, d'organisation, la suite de cela, et on s'aperçoit qu'on apprend beaucoup en écoutant d'abord et en parlant. Donc on a de fait, ça a amené à un certain nombre d'organisations. Aujourd'hui, l'avenir du groupe est entre les mains de femmes. Ma directrice scientifique, une femme à formation universitaire tout à fait exceptionnelle, et la patronne des investissements, dans une direction performance investissement, qui est faite de direction technique, celle qui construit nos usines, qui s'assure qu'elles vont produire conformément à ce pourquoi elles ont été construites. Et bien c'est une femme également, et qui est très impliquée, très en pointe. Nous sommes très en pointe sur les programmes de production d'hydrogène vert, et c'est la championne de l'hydrogène. Alors tout ça est encore perfectible, parce qu'on les organisations évoluent et tâtonnent. Et c'est des choses. On crée des sortes de clubs internes pour essayer de progresser plus rapidement. Mais il y a une volonté forte qui est motivée. C'est pas uniquement la sympathie et la mode, hein, c'est simplement comment faire en sorte que 50% du potentiel humain d'entreprise soit bien exploité, hein, et chacun s'y retrouve dans le cadre d'un équilibre personnel compatible avec l'intérêt de l'entreprise. Deuxième question sur le traitement des déchets dans les pays émergents. Traitement des déchets dans les pays émergents, là aussi, on ne fait pas de la même façon qu'ailleurs. On s'est aperçu, et j'ai cité l'exemple du Sénégal, où on a fait à côté de Dakar un endroit qui était un endroit exceptionnel par un endroit naturel qui est devenu la décharge de Mebeus. Pour les qui connaissent bien le Sénégal, c'est près de Dakar, c'est devenu le dépotoir de Dakar. Monter des programmes pour valoriser ces déchets et finalement faire en sorte, en même temps, d'éviter de faire venir du charbon d'Afrique du Sud pour nos fours. Et on s'est aperçu qu'une économie était bâtie sur le tri des déchets, et qui, si on ne donnait pas des emplois, une substitution d'emplois ou de revenus aux familles, quand je dis famille, ça fait froid dans le dos, hein, de voir des jeunes enfants sur des tas d'ordures. Ça, si on ne traite pas l'emploi de ces familles,
les politiques échouent. Voilà. Et la deuxième cause d'échec, là, c'est lorsqu'une organisation est prête à fonctionner, ça, dans un certain nombre de pays, il y a toujours un margoulin qui se glisse quelque part pour essayer d'en tirer profit et faire tout capoter. Mais dans la durée, on arrive à monter des opérations. Il y a beaucoup de je vois au Sénégal, on travaille beaucoup avec une députée écologique suisse, Isabelle Chevalet. Alors ce sont les Verts libres, mais qui est extrêmement active en Afrique de l'Ouest et qui nous apporte une touche politique dans le sens noble du terme, qui nous échappe parfois parce qu'on est industriel, il y a quelque chose, un déchet, on va le trier. Ça. Non, il y a autre chose, il y a une vie sociale derrière, il y a tout cela organisé et on a travailler avec les gouvernements. Et travailler avec les gouvernements, les municipalités, essayer de s'affranchir des querelles partisanes. Voilà. Donc on y arrive pas à pas, c'est plus lent que ça, mais c'est pas plus, ce n'est pas plus compliqué que dans les pays dits développés, où là on se heurte à d'autres intérêts qui sont ceux des grandes entreprises du déchet, qui voient nos filières comme des filières concurrentes, là où nous les voyons comme complémentaires. Après, on est dans des logiques qui sont plus business. Il va être temps de terminer. Juste avant de te remercier, je voulais peut-être te demander, tu nous as appelé, finalement, tu avais un message à nous délivrer, à nous, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Je sais que tu n'aimes pas donner des leçons. Tu nous as néanmoins appelé à la confrontation. Tu nous appelles aussi à être missionnaire, si on va faire comme toi, si j'ai bien entendu. Est-ce que tu as finalement un message là encore en ce début d'année à nous passer à nous tous? Alors c'est bien. Non, je dirais, faut veiller, rester soi-même et dans le gros temps tenir le cap. C'est un très bon message pour un marin et pour un capitaine. Donc merci beaucoup Guy pour ton temps, pour ton témoignage et bonne journée à tous. Merci. Merci.